Je m'appelle Aubin. Mon frère était parti depuis 2 semaines. Quand il est revenu, il avait tout, une villa au cœur de la forêt, des costumes blancs et un lac privé aux eaux immobiles. La première nuit, je l'ai vu sortir de sa chambre, les yeux vides et les oreilles bouchées comme un mort. Il marchait vers l'eau. La seconde nuit, j'ai compris que l'argent avait un prix et que ce prix se payait dans les ténèbres. Cette histoire a détruit ma famille. Et je suis là aujourd'hui parce que je crois que vous, dans votre vie, vous allez peut-être croiser votre propre lac noir. Écoutez bien, cela pourrait vous sauver. Ma famille n'existe plus. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité déchirante, aussi vraie que la sueur qui coule sur mon front. Elle a été détruite pièce par pièce, comme on arrache les feuilles d'un arbre jusqu'à ce qu'il ne reste que le tronc, nu et mort. Tout ça à cause d'un secret si sombre qu'il a laissé derrière lui un gouffre. Un vide qui sent la cendre et la trahison, là où se tenait autrefois un foyer rempli de rires et de disputes. Tout a commencé avec mon frère aîné, Désiré. Lui, il portait mes rêves d'enfant sur ses larges épaules. Quand j'étais petit et que j'avais peur du noir, c'est lui qui venait s'asseoir à côté de ma natte. Son rire réchauffait notre maison de terre battue bien plus que le feu de bois. Il devait me protéger, me montrer le chemin, m'apprendre à devenir un homme. Il était mon héros dans un monde où les héros se mesurent en billets de banque usés et en sacs de riz à moitié vides. Je vais vous raconter comment l'ambition, cette soif brûlante d'arracher sa vie aux griffes de la misère, peut dévorer un homme de l'intérieur. Comment elle peut grignoter son cœur petit à petit, comme les termites grignotent un meuble en bois, jusqu'à ce qu'il s'effondre un jour en poussière. Je vais vous raconter comment Désiré nous a trahis. Et pire encore, comment il l'a fait avec le sourire de celui qui croit nous sauver. Nous n'étions que 2 frères, serrés l'un contre l'autre pour faire face au vent mauvais de la pauvreté. Comme 2 petits arbres dans la savane quand souffle l'harmattan. Mes parents, des gens simples, avaient tout donné pour nous élever droit. Mon père avait le dos courbé par les années de travail chez les blancs du quartier résidentiel. Ma mère avait les mains rugueuses à force de laver le linge des autres. La richesse, pour nous, ne se mesurait pas en compte en banque. Elle se mesurait à la vapeur qui s'échappait de la marmite le soir et à l'étanchéité précaire de notre toit en tôle quand venait la saison des pluies. C'était un bonheur frugal, fait de petits riens partagés. Le soir, on s'asseyait tous les 4 autour du feu et on écoutait les histoires que racontait mon père. Des histoires de son village, des histoires d'ancêtres, des histoires de génies qui vivent dans les arbres et dans les rivières. On riait, on avait peur, on était ensemble. Moi, Aubin, j'ai toujours été manuel. Mes mains, larges et calleuses avant même l'âge adulte, étaient faites pour comprendre le désordre et le remettre en ordre. Je réparais tout ce qui tombait en panne dans notre quartier. La radio crépitante de Papa Ngoué, qui habitait au bout de la rue et qui nous donnait parfois des mangues. La mobilette tout sautante de Papa Gio, le vendeur d'arachides. Une charnière de porte grinçante chez la couturière du coin. Chaque pièce remise en place, chaque étincelle ravivée, était une petite victoire sur la misère. C'était mon langage, ma façon de lutter contre le délabrement qui guettait notre existence. Quand je réparais quelque chose, j'avais l'impression de réparer un peu le monde autour de moi. Mon frère aîné, Désiré, lui, rêvait plus grand. Tandis que je démontais des moteurs graisseux, les bras enfoncés jusqu'au coude dans le cambouis, lui se passionnait pour la politique. Il passait des heures assis sous l'arbre du quartier, à lire des journaux usés que lui donnait le vieux Malik, le propriétaire du café. Des journaux vieux d'une semaine, parfois d'un mois, mais il les lisait comme si c'était la parole de Dieu. Il parlait de pouvoir, de réseau, de grandes personnes. Il prononçait les noms des ministres et des députés avec une familiarité feinte qui me glaçait. Le ministre untel, tu sais, il a commencé comme moi. Il ne les avait jamais rencontrés, jamais vus, mais il parlait d'eux comme de vieux amis. Il dédaignait le travail manuel. Pour lui, c'était indigne de son destin. On ne sort pas de la misère avec des mains sales, Aubin, me disait-il parfois, un sourire triste aux lèvres en me regardant nettoyer mes ongles noircis. Les mains sales, ça reste dans la poussière. Moi, je veux des mains propres qui signent des papiers importants. Alors, c'était toujours à moi de ramener l'argent. Les maigres revenus de mes réparations, je les apportais fidèlement à ma mère. Les pièces de monnaie, les petits billets usés, je les posais dans sa main en baissant la tête. C'était à moi de combler les manques et de négocier avec l'épicier quand il n'y avait plus rien dans la marmite. S'il vous plaît, papa bas, encore un peu de crédit. Ma mère paiera à la fin du mois. Je le faisais par amour pour mes parents. Je voyais leurs épaules s'affaisser un peu plus chaque saison. Je voyais les cheveux blancs envahir la tête de mon père, les rides creuser le visage de ma mère. Quelqu'un devait tenir la maison debout. C'était moi. Mais une sourde colère se mit à gronder en moi, comme un orage au loin. Pourquoi ce fardeau m'incombait-il seul? Pourquoi mes mains étaient-elles toujours sales pendant que Désiré lisait tranquillement ses journaux à l'ombre? Pourquoi les rêves dorés de Désiré étaient-ils nourris par ma sueur et par l'inquiétude de nos parents qui se privaient pour lui acheter des chemises propres? Je regardais ces chemises impeccablement repassées par notre mère et je pensais à la poussière incrustée dans mes ongles. Je regardais ses chaussures cirées et je pensais à mes pieds nus dans la poussière du quartier. L'admiration que je lui portais commençait à se fissurer. Comme un mur qui
prend l'eau, laissant place à l'amertume de l'injustice. La nuit, parfois, je pleurais sans bruit sur ma natte. Pas de fatigue, d'injustice. Nous tenions la famille à deux mains, oui, mais j'avais l'impression de porter tout le poids, tout seul, comme un âne qu'on charge trop. Tandis que lui, Désiré, se contentait de désigner un avenir lointain, devenu abstrait et cruellement égoïste. En 2020, mon frère a commencé à se dissoudre dans la ville. Au début, il passait des nuits entières dehors. Il rentrait au petit matin, les yeux rouges, l'haleine chargée de bière et de mensonges. Des rencontres importantes, il disait. Des gens qui peuvent changer ma vie. Nos parents, inquiets, le grondaient et le suppliaient de rester avec nous. Les grandes personnes n'ont pas de cœur pour les petits comme nous, disait ma mère, sans savoir à quel point elle avait raison. Puis, il a disparu. Plus de nouvelles. Pendant des semaines, nous avons vécu suspendus au-dessus du vide. L'angoisse était devenue un membre silencieux de notre famille. Un cinquième membre invisible qui s'asseyait avec nous autour du feu et rendait la nourriture amère. Avait-il été arrêté? Était-il mort quelque part, son corps anonyme attendant d'être identifié à la morgue? Les questions tournaient dans nos têtes comme des mouches autour d'une blessure. Mon père errait dans la cour, silencieux, les yeux rouges. Il ne parlait plus. Il restait assis des heures à regarder le chemin par lequel Désiré partait toujours. Il attendait. Il espérait. Ma mère, elle, s'était réfugiée dans la prière. Chaque soir, elle s'agenouillait dans un coin de la maison, son chapelet usé entre les doigts. Ses lèvres bougeaient en silence, puis les mots sortaient, de plus en plus forts, de plus en plus désespérés. Elle implorait la Vierge, tous les saints, les ancêtres, Dieu lui-même. Son visage était creusé par l'effroi, ses yeux hagards. La maison était devenue une chapelle de désespoir. Puis, un jour, un rugissement a déchiré notre monde. C'était un après-midi lourd, un de ces après-midi où même le silence semble peser sur les épaules. Le soleil tapait fort sur la tôle, et on cherchait l'ombre sans la trouver. Le vrombissement d'un moteur surpuissant a fendu l'air. Incongru, menaçant. Dans notre quartier, les moteurs qu'on entendait, c'étaient ceux des mobylettes poussives ou des taxibrousses fatigués. Pas ça. Le bruit a grandi, s'est approché, et s'est arrêté devant notre case. Un silence de plomb est retombé. Même les oiseaux s'étaient tus. Nous sommes sortis, attirés par cette menace comme les papillons de nuit sont attirés par la flamme. Et on l'a vu. Une voiture immense. Pas une voiture ordinaire. Un monstre d'un blanc éclatant, luisant comme un miroir dans la poussière de notre rue. Les vitres étaient teintées, si noires et opaques qu'elles reflétaient notre propre stupeur. On se voyait dedans, déformé, petit, misérable. La portière s'est ouverte. Et lui en est sorti. Désiré. Mais pas le Désiré que je connaissais. Un Désiré transfiguré, vêtu d'un costume d'un blanc immaculé, d'une coupe parfaite. Le tissu était si beau qu'il semblait couler sur lui comme de l'eau. Il ne ressemblait pas à mon frère. Il ressemblait à ces photos dans les magazines que les coiffeurs affichent dans leurs vitrines. Des chaussures en cuir noir brillaient sur la terre poussiéreuse comme deux insectes luisants posés sur la poussière rouge. À son poignet, une montre aux aiguilles d'or jouait avec le soleil. Un petit soleil captif, capable d'acheter notre rue entière. « Maman, papa », a-t-il dit. Sa voix était lisse, huilée, comme du miel, mais un miel qui aurait tourné, qui aurait un goût étrange. Un sourire éclatant s'est affiché sur son visage, découvrant des dents trop blanches, trop parfaites. Mais ce sourire, il n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient restés ailleurs, dans un autre monde. « Je vous sors de là, regardez-moi. Je vous ai acheté une maison en ville, dans un quartier chic, avec l'eau courante et l'électricité 24 heures sur 24. Vous ne toucherez plus jamais à un seau d'eau ou à un sac de charbon. Plus jamais. » Le choc nous a frappés de plein fouet. Ma mère, au lieu de se précipiter dans ses bras comme elle en rêvait depuis des semaines, a reculé d'un pas. J'ai vu ses yeux passer de la joie à l'incompréhension, puis à la peur. « Mon fils, d'où viens-tu ? Tu ne travailles pas, tu es parti sans rien, et tu reviens avec ça ?» Sa main tremblait en désignant la voiture, le costume, la montre. « Cet argent, il a une odeur, mon fils. L'argent comme ça, il porte malheur. » Désiré a haussé les épaules. Un mouvement vif qui a trahi son agacement. La première fissure dans son masque de gentleman. La politique, maman. Les opportunités. Il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Les gens investissent en moi. Ils croient en moi. Ses yeux, pourtant, glissaient sur nous. Ils évitaient nos regards. Ils avaient changé, ses yeux. La lueur de rêve que je connaissais depuis l'enfance avait été remplacée par quelque chose de froid, de distant. Quelque chose qui calculait, qui évaluait, qui jugeait. Mes parents, instinctivement terrifiés par ce qu'ils voyaient sans comprendre, ont refusé. Mon père a levé sa main calleuse, cette main qui avait travaillé toute une vie sans jamais rien posséder. Il l'a levée comme pour repousser cette vision tentante mais effrayante. « Non, mon fils. Nous sommes nés ici, nous mourrons ici.
Cette maison de riche que tu nous proposes, elle est bâtie sur du sable. On ne construit pas sa vie sur un mystère. Nous ne voulons pas de ton argent. Nous voulons savoir qui tu es devenu. Nous voulons notre fils. Le visage de Désiré s'est assombri. La foudre a traversé son regard. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose d'autre derrière ses yeux. Quelque chose de noir, de mauvais, qui cherchait à sortir. Vous préférez pourrir ici plutôt que de vivre? A-t-il dit. Sa voix était toujours douce, mais c'était une douceur cinglante, comme le couteau bien aiguisé qui coupe sans qu'on le sente. Puis il est remonté dans sa voiture. Le moteur a rugi à nouveau, plus fort, plus menaçant. Avant de refermer la portière, son regard s'est posé sur moi. Dans ses yeux, j'ai vu, pour la première fois de ma vie, non plus le frère qui me protégeait, mais le patron. L'homme qui possède et qui décide. L'indifférence totale à mon sort. J'étais devenu un objet à ses yeux. Une chose. La voiture a disparu dans un nuage de poussière dorée. Le silence est retombé sur notre cour, mais il était différent. Chargé du poison de l'offre refusée, de l'amour rejeté, et de la certitude, froide comme la mort, que Désiré n'était pas revenu pour nous sauver. Il était revenu pour nous acheter. Et devant son échec, quelque chose dans l'air nous disait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Que la paix avait quitté notre foyer pour toujours. Quelques jours plus tard, Désiré est revenu. Comme s'il n'avait pas entendu le refus de nos parents. Comme s'il n'avait pas vu la peur dans leurs yeux. Il est revenu avec son costume blanc, sa voiture blanche, son sourire blanc. Et cette fois, il a changé de stratégie. Nos parents sont restés catégoriques. Ma mère serrait son chapelet comme une arme. Mon père croisait les bras sur sa poitrine, mur infranchissable. Alors Désiré s'est tourné vers moi. J'étais assis à l'ombre, en train de réparer un vieux poste radio pour un voisin. Mes mains étaient pleines de graisse, comme toujours. Il s'est accroupi à côté de moi. J'ai senti son parfum, un parfum cher, qui sentait l'argent et l'étranger. Ça écœurait presque, tellement c'était fort. Toi, Aubin, tu es différent, m'a-t-il dit. Sa voix était douce, presque tendre, comme avant, comme quand on était petit et qu'il me consolait après une chute. Tu as les mains utiles. Toi, tu as la tête sur les épaules. Pas comme ces vieux qui ont peur de leur ombre. Viens avec moi. Tu vas vivre dans ma maison. Je te paie le permis de conduire, je te trouve un vrai travail. Pas des bricoles, un vrai travail, avec un salaire à la fin du mois. Tu verras, frérot, c'est le paradis. Dans ses yeux, j'ai cru voir passer quelque chose. Une supplication, peut-être. Une faille dans son armure de riche. Ou simplement la satisfaction du chasseur qui voit sa proie hésiter au bord du piège. L'appât était brillant. Lourd. Échapper à cette pauvreté qui me collait à la peau comme une deuxième peau. Devenir quelqu'un dont on ne rit pas, quelqu'un qu'on respecte. Ne plus avoir les mains sales pour les autres. Mes parents, après des nuits de chuchotements anxieux, m'ont poussé à y aller. Je les entendais, la nuit, à travers la cloison en terre. La voix de ma mère, inquiète. Celle de mon père, qui cherchait à la rassurer sans y croire lui-même. Va, mon fils. Vois comment il vit. Peut-être que c'est une chance, après tout. Peut-être qu'il a vraiment réussi. Et tu nous raconteras. Tu nous diras si c'est notre fils ou si c'est autre chose. Dans leur regard, je lisais moins d'espoir que de désespoir. Ils me sacrifiaient, un peu, pour avoir des réponses. Pour savoir. J'ai accepté. Le voyage fut long, interminable. Nous avons quitté les faubourgs familiers, les rues poussiéreuses où chaque visage m'était connu. La voiture s'est enfoncée sur une piste de latérite rouge, une route qui s'enfonçait dans une forêt dense, épaisse, qui avalait la lumière du jour. Les arbres se refermaient derrière nous comme une porte. Le ciel disparaissait par morceaux. La peur a commencé à me nouer les entrailles. Une peur animale, sourde, qui venait du ventre. Où m'emmenait-il? Pourquoi vivre si loin de tout, dans cette forêt qui semblait vouloir nous engloutir? Était-ce un piège? Je me raccrochais à une pensée, comme un noyer se raccroche à une branche. C'est mon frère. C'est Désiré. Il m'a porté sur son dos quand j'étais petit. Il ne peut pas me vouloir de mal. Mais le doute était là, lové dans ma poitrine. Une vipère qui remuait doucement. Après des heures de chaos, la forêt s'est ouverte brusquement. Une clairière artificielle, taillée à la machette et au bulldozer. Et là, sa maison. Une villa moderne, d'un blanc aveuglant. Des lignes géométriques, dures, qui ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais. Imposante, avec de grandes baies vitrées qui reflétaient la forêt comme des yeux aveugles. Elle était plantée au milieu de nulle part, tel un vaisseau spatial échoué dans la brousse. Désiré a coupé le moteur. La tranquillité, frérot, a-t-il dit en souriant. Ici, personne ne vient te déranger. Tu es maître chez toi. Pas de voisins pour se mêler de tes affaires. Pas de regard. Rien que toi et la nature. En pénétrant dans la villa, le froid m'a saisi. Pas un froid de température.
Un froid de l'âme. Tout était neuf. Tout était luxueux, mais d'un luxe stérile, sans âme, sans vie. Le genre de luxe qu'on voit dans les magazines, mais qui n'a jamais été habité par personne. Les canapés étaient trop propres. Les tables n'avaient pas une seule rayure. Les murs étaient nus. Pas une photo, pas un souvenir, pas un objet qui racontait une histoire. Un homme est apparu silencieusement. Massif, le visage fermé, sans expression. Désiré l'a appelé Simon. Il a pris mon maigre sac sans un mot et a disparu dans les profondeurs de la maison. Repose-toi, m'a dit Désiré. Ce soir, on dîne ensemble. On va parler de ton avenir, de tout ce que je vais faire pour toi. En montant dans la chambre qui m'était destinée, j'ai eu l'impression d'entrer dans une cage. Une belle cage, avec des draps propres et une salle de bain privée. Mais une cage quand même. La forêt, derrière la baie vitrée, semblait me regarder. Ces arbres immenses se balançaient doucement, comme des gardiens patients, prêts à recouvrir cette fragile bulle de luxe dès qu'elle craquerait. Et je me suis demandé, pour la première fois vraiment, si j'allais pouvoir ressortir de cet endroit. La maison confirmait cette première impression de froid luxueux. Tout y était d'une propreté clinique, sans vie. Le marbre des sols luisait sous mes pieds comme de l'eau gelée. Les murs blancs étaient nus, sans la moindre trace de vie passée. Pas un cadre, pas une photo de famille, pas un de ces petits bibelots que notre mère collectionnait et qui racontaient notre histoire. L'air sentait le propre. Un mélange de nettoyants chimiques, agressifs, qui masquait à peine une odeur sous-jacente. Une odeur de moisi, de renfermé, comme si la maison elle-même pourrissait doucement de l'intérieur. C'était le repère d'un homme qui ne vivait pas, mais qui se mettait en scène. Désiré me fit visiter les lieux avec la fierté d'un promoteur immobilier. Regarde ce canapé, il vient d'Italie. Cette télé, elle fait 2 mètres. Cette cuisine, tout équipée, tu n'as jamais vu ça, hein. Mais ses explications sonnaient creuses. Il n'y avait aucune histoire derrière ces objets, juste des prix, des marques, du vide. Puis, il m'entraîna par une porte-fenêtre à l'arrière de la villa. Une large terrasse en bois s'avançait au-dessus d'une pente douce. Et là, au-delà de la terrasse, je le vis. Le lac, immense, parfaitement immobile. Sa surface n'était pas d'un bleu ou d'un vert comme les lacs normaux. Elle était d'un noir d'encre, huileuse, opaque, aucun frémissement, aucune ride, comme si l'eau était figée depuis des siècles, morte. Le ciel gris et bas de cette fin d'après-midi ne s'y reflétait pas. Il semblait aspiré par cette obscurité liquide. Avalé. Mon lac privé, annonça Désiré. Il y avait dans sa voix une pointe de fierté malsaine. La fierté du collectionneur qui montre une pièce rare et terrible. Je viens pêcher ici, seul. Ça me détend. C'est mon endroit à moi. Mon coin de paradis. Pêcher? L'idée était grotesque. Pêcher quoi? Dans ces eaux sans vie? Je regardais cette surface noire, lisse comme un miroir sans reflet, et je ne voyais rien. Pas un poisson qui saute. Pas un oiseau qui se pose. Pas un insecte qui danse à la surface. Rien. Que la mort. Un frisson glacial me parcourut l'échine, de la nuque jusqu'au bas du dos. Ce n'était pas un lieu de détente. C'était un œil noir, grand ouvert, fixé sur quelque chose de profond et de mauvais. Un œil qui regardait au fond de moi. Je détournai les yeux, incapable de supporter plus longtemps cette vision. J'ai bredouillé un compliment vague sur la tranquillité du lieu. Mais je mentais. Il n'y avait pas de tranquillité là-dedans. Il y avait du silence, oui, mais un silence lourd, oppressant, qui pesait sur les épaules. En retournant vers la maison, j'ai eu l'impression que le lac noir me regardait dans le dos. Son regard invisible pesait entre mes omoplates, froid comme la mort. Et je savais, avec une certitude viscérale, animale, le secret de la transformation de mon frère était lié à cette étendue d'eau sans reflet. C'était le cœur obscur de son domaine. Et j'y étais conduit, en sacrifice ou en apprenti. Je ne savais pas encore lequel. La nuit est tombée sur la clairière avec une rapidité brutale, comme si la forêt avait refermé sa mâchoire d'ombre sur la villa. En ville, la nuit est douce, éclairée par les lampadaires, animée par les bruits des voisins. Ici, l'obscurité n'était pas l'absence de lumière. C'était une substance, épaisse, palpable. On aurait pu la toucher, la couper au couteau. J'étais resté dans le salon, devant un écran plat qui déversait une lumière bleutée. Les images défilaient, des gens parlaient, mais je ne voyais rien, je n'entendais rien. J'étais trop fatigué pour trouver le sommeil, trop nerveux pour me détendre. L'image du lac noir dansait devant mes yeux chaque fois que je les fermais. Le salon était immense, trop grand pour un seul homme. Les canapés de cuir blanc ressemblaient à des tombes sous la lumière froide de la télévision. Simon, le domestique silencieux, avait disparu depuis longtemps dans sa chambre, quelque part au fond de la villa. J'étais seul. À 2h17 du matin,
un grincement sec a fendu l'air. Mes yeux se sont ouverts en grand. Je n'avais même pas senti que je m'étais endormi sur le canapé. Le grincement venait du couloir. La porte de la chambre principale, celle de Désiré, venait de s'ouvrir. Des pas. Lents, réguliers, mécaniques. Il est apparu dans l'encadrement de la porte du salon, vêtu d'un simple caleçon de coton blanc. Mais ce n'était pas sa nudité qui m'a glacé le sang, c'était son visage. Des tampons de coton bouchaient ses oreilles, d'autres bouchaient ses narines. Ça déformait son nez, lui donnait un aspect de cadavre qu'on prépare pour l'enterrement. Dans les villages, chez nous, on bouche les orifices des morts avant de les mettre en terre. Ses yeux, grands ouverts, étaient fixes, vitreux, comme ceux d'un poisson mort depuis longtemps sur l'étal du marché. Il ne me vit pas. Il passa devant le canapé où j'étais pétrifié, à moins de 2 mètres de moi. Mais son regard traversait l'espace sans s'arrêter. Il regardait ailleurs, dans un autre monde. Son corps était raide, comme articulé par des tiges de métal. Chaque mouvement était saccadé, pas naturel. Une machine qui marche. Il disparut dans la nuit par la porte arrière, celle qui donnait sur la terrasse et sur le lac. En passant, il laissa entrer un souffle d'air humide, un air qui sentait la vase, la pourriture, la mort. La paralysie dura plusieurs minutes. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il m'entende, lui, ou cette chose qu'il était devenu. Puis, une peur primale me jeta à la fenêtre. Je collai mon front à la vitre froide. La buée de mon souffle masquait la vision. J'essuyai la vitre d'un geste nerveux, essayant de percer les ténèbres. Rien. Seule l'obscurité parfaite. Absolue. La nuit avait tout avalé, la terrasse, les arbres, le lac, tout. Et dans cette obscurité, quelque part, cette silhouette marchait vers le lac noir. Le lac qui ne reflétait rien. Je suis resté là, contre la vitre, pendant 1 heure. Peut-être plus. Je ne sais pas. Le temps n'existait plus. 1 heure plus tard, le même grincement de porte. Il était de retour. Mais il n'était plus le même. Il ne portait plus son caleçon blanc. Un pagne rouge était noué autour de ses hanches. Un rouge presque phosphorescent, qui semblait luire faiblement dans la pénombre. Ça brillait comme du feu, comme du sang frais. Sa peau semblait huileuse, couverte d'une pellicule qui pouvait être de la sueur, ou de l'eau du lac, ou autre chose. Autre chose que je ne voulais pas imaginer. Ses mains étaient vides. Mais ses doigts portaient des traces sombres sous les ongles. De la terre, de la boue, du sang. Il avança d'un pas mécanique, exactement le même que tout à l'heure, comme si rien ne s'était passé. Mon corps bougea tout seul. Désiré, ma voix sortit, étranglée, à peine un souffle. Il ne réagit pas. Rien. Comme si je n'existais pas. Mais en passant près de moi, l'odeur qui l'accompagnait était insupportable. Un mélange. De la vase froide, oui. De la fleur pourrie, comme ces bouquets qu'on laisse trop longtemps dans l'eau. Du sexe, une odeur âcre, animale. Et du métal. Cette odeur de fer, de sang, qui reste sur les mains quand on coupe de la viande. Je voulus vomir. Ma gorge se serra. Un goût de bile remonta dans ma bouche. Mes jambes tremblaient si fort que je dus m'appuyer au dossier du canapé. Je voulais fuir, courir, sortir de cette maison maudite. Mais j'étais cloué sur place, hypnotisé par l'horreur. Il disparut dans sa chambre. La porte se referma avec le même grincement sec. Je restai là, debout, à trembler jusqu'au matin. Je compris, dans un éclair de lucidité qui me déchira le cœur, que le lac noir n'était pas une étendue d'eau. C'était un ventre vivant, qui avait enfanté cette créature, et qui se nourrissait de l'âme de mon frère. Morceau par morceau, nuit après nuit. J'avais été invité ici pour être le témoin de son sacrifice, peut-être même pour devenir la prochaine offrande. Le lendemain, Désiré agissait comme si de rien n'était. Il est apparu dans la cuisine vers midi, vêtu d'un costume léger, rasé de près, souriant. Il a préparé du café, m'en a offert une tasse. Bien dormi, frérot? La campagne, c'est bon pour le sommeil, hein? Ses yeux me regardaient sans ciller. Trop fixe, trop calme. J'ai bredouillé quelque chose, un mensonge sur une nuit agitée, des rêves bizarres. Il a hoché la tête, l'air compréhensif. Ici, la nuit, on dort. Point final, frérot. Le point final était un avertissement. Je l'ai compris à ce moment-là. Il savait que j'avais vu quelque chose. Il me testait. Cette nuit-là, je fus décidé à comprendre. Pas par courage, par terreur. La peur de ne pas savoir était devenue plus forte que la peur de savoir. Il faut comprendre pour survivre. C'est ce que je me disais. À 1 heure du matin, j'étais posté dans l'angle le plus sombre du salon.
Je m'étais caché derrière un énorme vase, assez grand pour dissimuler un homme accroupi. Une lampe de poche à la main, lourde comme une arme. Je tremblais. Le rituel se répéta. Le grincement de la porte. Les pas mécaniques. La silhouette de Désiré, en caleçon blanc, les orifices bouchés par le coton, les yeux vitreux. Il passa sans me voir. Il n'était pas là. Son corps était là, mais lui n'y était pas. Je le suivis. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles comme un tambour. Dehors, la nuit était d'un noir d'encre. Seule une lune voilée, derrière les nuages, donnait une lueur fantomatique aux choses. Il marcha droit vers le lac, sans hésitation, comme un homme qui a fait ça 1000 fois. Il s'arrêta au bord. Lentement, mécaniquement, il retira son caleçon. Il était nu maintenant, sa peau pâle luisant faiblement dans l'obscurité. Puis il entra dans l'eau. La vue de son corps pâle s'enfonçant dans l'obscurité liquide me coupa le souffle. Mon frère qui avait failli se noyer quand nous étions enfants, tellement il avait peur de l'eau. Il avançait maintenant d'un pas ferme, sans peur, sans hésitation. Quand l'eau lui arriva à la poitrine, il se mit à nager. Je me cachai derrière un tronc d'arbre, au bord de la clairière, les doigts enfoncés dans l'écorce humide. Le bois rugueux m'aidait à rester ancré dans la réalité. Il nageait vers le centre du lac, vers le noir absolu. Puis, à l'endroit où il avait disparu, l'eau s'agita. Une forme émergea. D'abord Désiré, qui se dressait dans l'eau peu profonde. Puis il n'était pas seul. Il tenait par la main une créature. Mes yeux refusaient de voir ce qu'ils voyaient. Le haut du corps était celui d'une femme. Une beauté troublante, presque irréelle. Des seins hauts, une peau luisante, des cheveux longs qui coulaient sur ses épaules comme de l'eau noire. Son visage était parfait, trop parfait, comme un masque. Mais le bas du corps n'était pas humain. Et ce n'était pas non plus un poisson, comme dans les légendes. C'était pire. La confusion des genres était totale. On voyait des écailles, mais aussi du poil. Des formes qui n'avaient pas de nom. Une obscénité vivante. La créature souriait. Un sourire trop large, qui dévoilait des dents trop nombreuses, trop pointues. Ils regagnèrent la berge. Désiré, nu et ruisselant, semblait en transe. Ses yeux étaient toujours vitreux, mais sa bouche était ouverte, comme s'il allait parler sans pouvoir le faire. La créature le guidait, le tirait doucement par la main. Ce que je vis alors scella à jamais quelque chose en moi. Une partie de mon âme est morte cette nuit-là, au bord de ce lac. Mon frère se soumettait à cette abomination. Ce n'était pas une étreinte, ce n'était pas de l'amour, ni même du désir. C'était un rituel de possession. La créature prenait possession de lui, de son corps, de son esprit. Les gémissements de Désiré n'étaient pas ceux du plaisir. C'étaient des sons étranglés, rauques, semblables aux cris d'un animal qu'on égorge. L'odeur qui me parvint alors était pire que tout. Le vent avait tourné, il venait du lac. Un mélange de vases, de fleurs pourries, de sexe et de métal. Une odeur de souillure, de profanation. Comme si quelque chose de sacré était en train d'être détruit sous mes yeux. Je voulus vomir. Je me pliai en deux, la main sur la bouche, luttant pour ne pas faire de bruit. Mes jambes tremblaient, mes dents claquaient. Je compris, dans un éclair de lucidité déchirante, que le lac noir n'était pas une étendue d'eau. C'était un ventre énorme, ancien, qui se nourrissait. Il se nourrissait de l'âme de mon frère, nuit après nuit. Et en échange, il donnait de l'argent, du pouvoir, des costumes blancs et des voitures brillantes. Mais l'âme, ça ne repousse pas. Une fois qu'on l'a donnée, on est vide. On est une coquille, une marionnette. Je suis resté là, caché derrière mon arbre, jusqu'à ce que le rituel s'achève. Jusqu'à ce que la créature retourne dans l'eau noire et que Désiré, titubant, remette son caleçon et revienne vers la maison. Je l'ai laissé passer. Je suis resté dans la forêt encore longtemps, à trembler, à pleurer sans bruit, à regarder ce lac maudit. Je me suis tu, pas par lâcheté, par survie. Le lendemain de cette nuit, j'ai compris que j'étais prisonnier. Toutes les portes étaient verrouillées, les fenêtres étaient scellées. Simon, le domestique silencieux, me surveillait. Je n'étais pas un invité, j'étais une proie mise en réserve. Alors j'ai fait semblant. J'ai souri à Désiré. J'ai mangé sa nourriture. J'ai dormi dans son lit de luxe. Et j'ai attendu mon heure. Une nuit, j'ai réussi à forcer une fenêtre de la cuisine. Une petite fenêtre, mal fermée. Je me suis enfui dans la forêt, sans rien, pieds nus, courant comme un animal traqué à travers les arbres, les épines, les insectes. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jusqu'à ce que mes pieds saignent. J'ai couru parce que derrière moi, je sentais le lac qui m'appelait, le ventre qui voulait me dévorer. J'ai trouvé une route, un bus, la ville, l'anonymat. J'ai refait mes papiers, disparus dans les interstices de la cité. Je suis devenu personne. Mes parents vivent toujours dans la case de terre battue. Mais une ombre nouvelle habite avec eux.
le chagrin d'avoir perdu un fils. Pas par la mort, ce qui serait propre, ce qui serait normal. Par quelque chose de pire. Parce qu'il est vivant, mais il n'est plus leur fils. Mon frère, lui, prospère. Il roule dans ses voitures blanches. Il se pavane dans ses costumes. Les gens du quartier le montrent du doigt, fiers. Regardez Désiré, le fils de un tel, il a réussi. Il est devenu quelqu'un. Ils ne savent pas. Ils ne voient que l'argent, la belle vie. Parfois, nos chemins se croisent dans la ville. Il me klaxonne, ralentit, baisse sa vitre teintée. Et, frérot, tu devrais venir me voir. On a des choses à se dire. Lance-t-il. Ses compagnons, dans la voiture, rient. Ils sont envieux de ce qu'ils prennent pour de la fraternité. Il a de la chance, Aubin, d'avoir un grand frère comme ça. Ils ne savent pas que son argent a une odeur, qu'il sent la vase froide, la fleur écrasée et pourrie. Ils ne savent pas que chaque billet a été lavé dans l'eau noire et immobile de ce lac. Un lac qui n'est pas un point d'eau, mais un créancier. Et tout créancier, un jour, exige le remboursement. Je sais que ce n'était pas qu'une simple histoire de débauche ou de magie noire. C'était un pacte. Un contrat scellé dans la boue, signé avec le sang. L'ambition contre l'âme. Dans tout pacte, il arrive un moment où la monnaie d'échange s'épuise. Où le lac, de son eau trop calme, réclame du sang frais. Il m'avait amené là pour ça. Moi, son frère, l'offrande ultime, celle qui paierait toutes les dettes. Une transaction dont je ne serais pas ressorti vivant. Dieu merci, la terreur a été plus forte que la curiosité. Plus forte que l'amour fraternel. J'ai fui. Pas en héros, en animal traqué, mais je vis avec cette connaissance, plus lourde qu'une tumeur, plus douloureuse qu'une blessure qui ne guérit pas. Mon frère Désiré est mort. Ce qui marche dans ses costumes, ce qui conduit ses voitures, ce qui compte ses billets, n'est qu'un simulacre. Une marionnette de chair, dont les fils sont tirés depuis les profondeurs du lac noir. Une coquille vide, animée par le ronronnement de la créature. Et je sais qu'une nuit viendra où le lac voudra plus. Il reprendra ce qu'il a prêté. Il avalera la marionnette, et il n'en restera rien, pas même un souvenir. La famille est détruite. Un fils perdu à jamais, l'autre brisé à vie. Mais je suis libre. Je porte cette histoire comme une cicatrice brûlante sur le cœur. Et parfois, les nuits de pleine lune, quand le silence est trop profond, je me réveille en sursaut. Le corps couvert d'une sueur glacée, sûr d'avoir entendu, quelque part dans l'obscurité, le clapotis doux et régulier d'une eau noire contre une berge de boue. Vous ne regarderez plus jamais les choses de la même façon après ça. Moi, je ne regarde plus jamais l'eau.